Hier matin, les États-Unis et Israël frappaient l'Iran. Khamenei est mort. Le détroit d'Ormuz est fermé. Le monde entier retient son souffle. Et Mark Carney, lui, était à Mumbai, en Inde, en train de parler d'investissement avec des hommes d'affaires indiens. C'est là, depuis l'hôtel Taj Mahal Palace de Mumbai, qu'il a pris la décision la plus importante de son mandat, sans consulter le Parlement, sans vote, sans débat public. Il a choisi son camp, et ce choix va définir la relation Canada-États-Unis pour les prochaines années. J'ai travaillé 20 ans en analyse économique internationale, et ce que je vais vous expliquer dans les 15 prochaines minutes, c'est quelque chose que personne n'explique clairement au Canada. Pourquoi notre pays se retrouve exactement au centre de cette crise, coincé entre Trump, la guerre en Iran, les tarifs commerciaux et le prix du pétrole, et ce que ça signifie pour votre portefeuille. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ce qui se décide cette semaine au Canada va vous affecter directement. Commençons par comprendre exactement ce qui s'est passé samedi. Mark Carney était en mission commerciale en Inde. Une visite de 4 jours à Mumbai pour stimuler la coopération économique entre le Canada et l'Inde. L'objectif affiché, diversifier les partenaires commerciaux du Canada, réduire la dépendance aux États-Unis dans un contexte de guerre commerciale avec Trump, et puis, à des milliers de kilomètres de là, les bombes ont commencé à tomber sur Téhéran. Carney a publié une déclaration officielle depuis l'hôtel Taj Mahal Palace. Et cette déclaration est extraordinaire dans sa clarté. Il ne s'est pas contenté de condamner le régime iranien. Il a dit, et je cite la déclaration officielle du bureau du Premier ministre, « Le Canada appuie les mesures prises par les États-Unis pour empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire et pour empêcher son régime de continuer à menacer la paix et la sécurité internationale. » Appuie, pas comprend, pas reconnaît les préoccupations. Appuie. Il a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre. Il a rappelé que le Canada avait sanctionné 256 entités iraniennes et 222 individus. Il a inscrit les gardiens de la Révolution sur la liste des entités terroristes. Mais, et c'est là le double jeu que personne n'explique, il a aussi dit très clairement « Nous n'avons pas participé au renforcement militaire qui a mené à cette situation, ni à la planification militaire. » 2 phrases. 2 messages, 2 publics différents. Message numéro 1 pour Trump et Washington. On est avec vous, on soutient l'opération, on valide vos objectifs. Message numéro 2 pour les Canadiens et la communauté internationale. On n'était pas là, on n'a pas de sang sur les mains, on n'y participera pas militairement. La politologue Agnès Yahay, chercheuse à l'Université du Québec à Montréal, l'a dit directement. Carney n'avait absolument rien à gagner à ne pas défendre la posture américaine. Au contraire, s'il venait à ne pas défendre la posture américaine, là, il y aurait des conséquences terribles pour le Canada. Voilà la réalité brutale de la politique étrangère canadienne en 2026. La contradiction de Davos. Mais cette position de Carney n'est pas sans coup politique intérieur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En janvier 2026, Mark Carney était à Davos. Et là-bas, il avait tenu un discours très différent. Il avait affirmé que l'interdiction du recours à la force sans encadrement de la Charte des Nations unies était l'une des valeurs fondamentales qui continuerait de guider son gouvernement. Voilà un premier ministre qui dit en janvier « On ne fait pas de guerre sans mandat de l'ONU » et qui dit en février « On soutient une opération militaire menée sans mandat de l'ONU. » Lloyd Axworthy, l'ancien ministre des Affaires étrangères libéral, a écrit directement au Toronto Star pour s'indigner. Il a qualifié la position de Carney de contradictoire avec les valeurs qu'il avait déclaré soutenir à Davos. Stephanie Carvin, professeure de relations internationales à l'Université Carleton, a été encore plus directe. Ce qui me surprend le plus dans la déclaration de Carney, c'est le fait qu'il ait pris cette position plutôt définitive en faveur d'une action militaire dont les objectifs semblent flous et incertains et dont les conséquences pourraient être graves. Il n'est pas nécessaire de soutenir le régime iranien pour voir les risques et les dangers de cette action particulière. Et voilà la tension fondamentale que Carney doit gérer.
D'un côté, Trump et la relation commerciale avec les États-Unis, qui représentent encore 75% des exportations canadiennes. De l'autre, sa crédibilité comme champion du multilatéralisme et du droit international, la carte qu'il jouait précisément pour se différencier de Trump aux yeux du monde. Il ne peut pas avoir les deux en même temps. Et il a choisi. Pourquoi Carney n'avait pas le choix? La mécanique des tarifs. Pour comprendre pourquoi Carney a fait ce choix, il faut comprendre la situation économique dans laquelle se trouve le Canada en ce moment. Le 20 février 2026, soit 8 jours avant les frappes sur l'Iran, la Cour suprême américaine invalidait certains tarifs imposés par Trump en vertu de l'IEEPA. Trump a immédiatement répondu en imposant un nouveau tarif mondial de 10 % via une autre loi. Pour le Canada, les produits conformes à la CEUM restent exemptés, mais les produits non conformes sont maintenant taxés à 10 % et les tarifs sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, les pièces automobiles, eux, restent en vigueur. Ajoutez à ça la clause de révision de la CEUM qui s'active le 1er juillet 2026. Dans 4 mois, Trump va renégocier l'accord commercial le plus important pour le Canada. Et il va le faire en position de force. Plus de 50% du pétrole brut importé aux États-Unis provient du Canada. Les raffineries américaines sont structurellement dépendantes du pétrole des sables bitumineux de l'Alberta. Elles ne peuvent pas simplement basculer vers une autre source. C'est une carte que le Canada a en main. Mais voilà le piège. Si Carney avait critiqué les frappes sur l'Iran, Trump aurait immédiatement instrumentalisé ça dans les négociations commerciales. Vous n'êtes pas un allié fiable, vous critiquez nos opérations militaires. Voici les nouveaux tarifs. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la méthode Trump documentée depuis 2018. Carney le sait. Il a été gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre. Il comprend les leviers économiques mieux que quiconque. Son soutien aux frappes n'est pas idéologique. C'est une décision froide, calculée, de préservation économique nationale. Et pendant ce temps, il était en Inde, en train de signer 13 partenariats universitaires Canada-Inde et de rencontrer des dirigeants de India Oil, précisément pour réduire la dépendance canadienne au marché américain à long terme. C'est le grand paradoxe Carney. Il soutient Trump à court terme pour avoir le temps de s'en affranchir à long terme. Le Canada gagne et perd en même temps. Maintenant, parlons de ce que cette crise signifie économiquement pour le Canada. Et là, c'est plus compliqué que ce qu'on entend dans les médias. Le Canada est un exportateur net de pétrole. Quand le prix du baril monte, l'Alberta gagne de l'argent. La première ministre Danielle Smith avait dit elle-même que l'Alberta a besoin d'un pétrole à 75 $ le baril pour atteindre l'équilibre budgétaire. Le Brent était à 73 $ vendredi. JP Morgan projette 120 à 130 $ si la fermeture d'Ormuz se prolonge. Si ça se confirme, et c'est un grand si, l'Alberta rentre dans ses coffres. Les revenus de royauté pétrolière explosent. Le déficit provincial prévu de 6 à 10 milliards de dollars disparaît. C'est une manne extraordinaire pour l'Ouest canadien. Mais le Canada, c'est aussi l'Est. Et là, la médaille a un revers. Les raffineries du Québec et des Maritimes importent leur pétrole brut principalement du Moyen-Orient, pas de l'Alberta. Si le détroit d'Ormuz reste fermé et que le baril monte à 120 $, ces raffineries paient beaucoup plus cher leurs matières premières. Ce surcoût se répercute sur le prix de l'essence au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick. Pas parce que le pétrole canadien coûte plus cher, mais parce que le pétrole mondial coûte plus cher. Et puis, il y a l'inflation importée. Le Canada importe massivement des produits manufacturés d'Asie, Japon, Corée, Chine. Ces pays, eux, dépendent à 40 à 98 % de leur pétrole du Moyen-Orient. Si leur coût énergétique explose, leur prix de production explose. Et ces prix arrivent sur les tablettes canadiennes. C'est le cauchemar de la Banque du Canada. L'Ouest qui boom, ce qui plaide pour maintenir les taux. L'Est qui souffre de l'inflation, ce qui plaide pour les baisser. Deux économies dans un même pays poussées dans des directions opposées par la même crise.
La question honnête, Carney a-t-il bien joué? Je vais terminer par la question que tout le monde évite. Carney a-t-il bien joué? L'argument pour son choix, la réelle politique. Le Canada ne peut pas se permettre de froisser Washington à 8 semaines de la renégociation de la somme. Chaque dollar de tension diplomatique avec Trump se paie en tarifs douaniers. Et dans un pays où 75% des exportations vont aux États-Unis, c'est du concret, pas de la théorie. En soutenant les frappes, Carney a acheté de la bonne volonté à un moment critique. L'argument contre son choix, la crédibilité. Carney s'était positionné depuis Davos comme le dirigeant occidental capable de défendre le multilatéralisme et le droit international face à Trump. C'était sa marque de commerce, sa différenciation. En soutenant une opération militaire menée sans mandat de l'ONU, une opération qui a tué des civils, notamment dans une école à Minab, il a abîmé cette image. Et Lloyd Axworthy, avec 35 ans d'expérience en diplomatie canadienne, dit que cette position contredit de nombreuses valeurs que le premier ministre Carney a déclaré soutenir. Voilà ce que je pense, après 20 ans d'analyse internationale. Carney a fait le choix de la survie économique à court terme. C'est peut-être le bon choix. Mais il a un coût, la crédibilité du Canada comme voix indépendante sur la scène internationale. Une crédibilité que Pierre Trudeau, Jean Chrétien et même Stephen Harper avaient maintenue à des degrés divers. La vraie question n'est pas de savoir si Carney a eu tort ou raison hier. La vraie question est-ce que ce choix lui donne vraiment ce qu'il voulait? Est-ce que Trump va être plus accommodant sur l'ACUM parce que Carney a soutenu les frappes? Ou est-ce que Trump va simplement prendre ce soutien comme acquis et exiger davantage quand même? Dans 120 jours, le 1er juillet 2026, la renégociation de l'ACUM commence. On aura la réponse.